C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Trump-Poutine, le pacte secret. Trump, c'est la diplomatie par la force et par le business. Le plan secret de Trump pour la Russie serait en fait un business plan. Il préparait un Yalta économique avec la Russie. Information du Wall Street Journal. Investissement américain massif en Russie afin de gérer 200 milliards de dollars d'actifs gelés. Et ceci n'est qu'un aperçu. Et si tout était déjà dealé d'avance avec des patrons de groupes déjà en discussion, vous verrez que la diplomatie ne passe pas que par la force et le business. Il passe aussi par les espions. Le rôle du renseignement dans les discussions est méconnu et il est majeur. On va lever le voile dans quelques instants. Mais d'abord, donc, avoir gelé contrat, pétrole, gaz. Et si c'était ça, la réalité des termes du pacte Poutine-Trump et du plan de paix? Écoutez, regardez. Je pense que Poutine aimerait revenir à une vie plus normale. Je pense qu'il aimerait faire du commerce avec les États-Unis d'Amérique. Franchement, plutôt que de perdre des milliers de soldats chaque semaine. Les États-Unis et Trump ont leurs propres raisons pour lesquelles la guerre doit prendre fin dès que possible. Il y a aussi d'autres idées, tant politiques qu'économiques. Je suis sûr que les États-Unis essaient de trouver une solution. Pour tout décrypter, pour tout comprendre, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste international LCI. Merci également colonel Michel Goyard, ravi de vous retrouver bien sûr. Consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Guillaume Roquette, bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et nous sommes également avec notre invité depuis l'Ukraine. C'est vous, Charlie Nurel. Merci beaucoup d'être avec nous, avec Vincent Wartner, depuis Kiev. Le grand dossier Trump-Poutine, le pacte secret, c'est donc parti. De nombreuses attaques de l'Ukraine sur la Russie et ses intérêts la nuit dernière. Voilà notre point de départ. Et notamment dans la ville de Novgorod, une usine chimique a été touchée, pas n'importe laquelle. Cette usine, c'est l'entreprise phare de l'un des plus grands producteurs russes d'engrais minéraux. C'est un gros coup, colonel. L'usine est un site stratégique pour la Russie. Oui, bien sûr. Non, mais c'est d'abord, si elle a été frappée, c'est que justement, elle méritait d'être frappée. On voit bien d'ailleurs, on voit le projectile. Donc on est sur du drone. Je ne sais pas quelle distance. Novgorod, c'est pas forcément très loin. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a une vraie campagne ukrainienne en profondeur de frappe sur des objectifs économiques visant à taper l'économie russe. Alors c'est hydrocarbures essentiellement, mais pas que. Donc frapper au cœur du système, en plus de frapper, on le verra, directement sur le champ de bataille. Et c'est quelque chose qui était inattendu au début de la guerre. On n'imaginait pas que 3 ans plus tard, on se retrouverait avec des Ukrainiens en train de frapper en plein cœur de la Russie, tous les jours, avec des centaines de drones, des centaines de missiles, des missiles drones, avec une capacité de frappe qui est parmi les plus importantes au monde. Et ça, c'est une très très grande surprise de cette guerre. Charlie Nurel, vous êtes avec nous, vous allez rester avec nous un petit moment, je vous en remercie encore une fois. Attention au retour de bâton russe dans les 24-48 prochaines heures. Forcément, la population se pose la question, s'interroge. Alors, s'interroge, oui et non, parce qu'il faut comprendre aussi la situation en Ukraine. C'est que des attaques massives de la part de la Russie, il y en a fréquemment, surtout dernièrement, sur la ville de Kiev. Donc, forcément, les habitants nous le disent, c'est pas parce qu'on a mené une attaque qu'on doit craindre plus que cela des attaques massives, parce qu'en réalité, on en a depuis 3 ans et demi. Mais oui, se pose cette question. Et puis, une pensée aussi pour les militaires qui sont derrière les systèmes de défense antiaérienne et qui, eux, sont prêts, évidemment, à faire face à une riposte. Alors, est-ce que cette riposte aura vraiment lieu dans les prochaines 48 heures, par exemple? Impossible à dire, parce qu'on a aussi en mémoire, il y a un an, qu'après une attaque massive de la part de l'Ukraine sur la Russie, eh bien, la riposte russe avait pris beaucoup plus de temps, 2 à 3 semaines. Bref, toujours est-il que dans les stratégies militaires, on n'en sait jamais vraiment véritablement grand-chose, mais évidemment les habitants, eux, sont aux aguets et surtout disent finalement ça reste notre quotidien depuis bientôt 4 ans. On se retrouve dans un instant. L'Ukraine a également frappé le Dachan. C'est un pétrolier de la flotte fantôme russe après une attaque en mer Noire. Voici des images maintenant depuis la caméra embarquée du drone naval ukrainien Sea Baby qui a frappé ce pétrolier. Voilà, elles sont toujours assez fortes.
ces images immersives, en immersion. Grâce à ces drones navals, la Sea Baby, qui sont capables de frapper loin, de frapper lourd, les forces ukrainiennes ont eu un vrai pouvoir de nuisance toujours plus important, même contre la flotte fantôme russe dans ces coins-là. Oui, bien sûr. Alors, l'intérêt des drones navals par rapport aux drones aériens, c'est qu'ils sont portés par l'eau et donc on peut mettre des charges très importantes à l'intérieur, des charges explosives. Et après, toute la difficulté, c'est d'arriver d'abord à avoir un objectif. Donc, il faut savoir où se trouve ce cargo, qu'il s'agit d'un cargo fantôme, etc. Donc, derrière, le plus difficile, en fait, c'est le renseignement derrière. Et le deuxième aspect, c'est arriver à le guider. On est à des centaines de kilomètres, donc arriver à le guider directement sur cet objectif, de suivre cet objectif, parce qu'il faut des heures pour arriver sur ce navire, donc il faut arriver à le suivre, à le traquer, et après, une fois qu'il est dans la zone de tir, après c'est fini, d'autant plus qu'il n'a aucun armement, il peut pas se défendre, donc vous balancez deux Sea Baby, et ça y est, c'est mort. Et donc les Ukrainiens font, voilà, alors la vraie difficulté, c'est est-ce que ce cargo est plein ou pas, quoi. S'il est plein de pétrole, ça peut déboucher sur quelque chose de très déplaisant qui s'appelle une marée noire. Et en revanche, s'il est avide, c'est tout bénéfice pour l'Ukraine. Ils font des choses qu'on n'a pas osé faire. On se dit, on s'attaque à la flotte fantôme russe, machin, voilà. Et moralité, il y en a un navire qui arrive dans un port français, on l'immobilise pendant 2 jours, puis après on le lâche. Les Ukrainiens, eux, ils ne prennent pas de gants, ils tapent. Ils tapent et ils s'attaquent directement à cette flotte fantôme et ils ont peut-être plus de résultats que nous. Allez-y, Guillaume. Oui, en fait... Carlo Massala, qui est un essayiste allemand, comme son nom l'indique pas forcément, et qui travaille beaucoup avec l'armée allemande sur le risque russe, dit qu'il y a une double guerre d'usure. Une guerre d'usure des Russes contre l'armée ukrainienne, mais aussi une guerre d'usure des Européens contre l'économie russe. Et ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens participent à cette guerre économique, à cet affaiblissement économique, mais ils y participent avec des moyens que nous, on n'oserait pas utiliser. Donc il y a une combinaison. On va dire, nous, on est dans le soft power avec les mesures de rétorsion, avec l'embargo, avec les sanctions économiques. Il y a eu plusieurs trains de mesures de ce type. Et puis, les Ukrainiens, eux, ils vont jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que si l'embargo sur le pétrole russe n'est pas suffisant, on bazarde les cargos russes. Charline Hurel, vous êtes d'accord depuis Kiev, dans cette guerre d'usure, l'Ukraine est en train de démontrer qu'elle a encore des cartes, ce n'est pas un jeu, d'accord, mais pardonnez-moi la métaphore, des cartes assez sérieuses encore dans sa manche. Avec ses Sea Babies, par exemple, elle fait du mal à cette flotte russe. Et elle en fait usage, l'Ukraine, depuis quelques jours. C'est particulièrement intéressant de voir le rôle joué par le renseignement. En effet, le renseignement qui, depuis plusieurs jours, frappe des cibles, et pas n'importe lesquelles, qui sont assez stratégiques. Alors, en effet, il y a un double enjeu pour l'Ukraine avec ces attaques-là. Il y a en effet de toucher le domaine économique, parce que ces pétroliers, c'est ce qui rapporte de l'argent à la Russie en contournant les sanctions internationales. On imagine bien que l'Ukraine, en faisant cela, en touchant ces pétroliers, veut aussi faire ressentir à la population russe ce manque économique. Et puis il y a évidemment le fait de toucher la production d'armes ou alors des systèmes de missiles. On est véritablement dans le renseignement. Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les discussions qui sont en train de se jouer en ce moment avec les Américains qui disent on va couper le renseignement, on voit tout de même que l'Ukraine arrive toujours à avoir ses cibles stratégiques. Donc il y a évidemment un enjeu total dans les discussions diplomatiques. On reste ensemble. Cette question de la flotte fantôme, des navires, les pétroliers en particulier, parce que le pétrole, c'est quand même le nerf de la guerre pour Poutine, ça commence à l'agacer sérieusement. Et les menaces, il les a mises sur la table assez sévèrement il y a quelques jours, regardez. Si ces attaques contre les pétroliers russes se poursuivent, nous envisagerions la possibilité de prendre des mesures de représailles contre les navires des pays qui aident l'Ukraine à mener de tels actes de piraterie. La solution la plus radicale serait de couper l'Ukraine de la mer. La piraterie serait alors impossible pour l'Ukraine. On s'interroge toujours sur le passage des mots aux actes, mais là, encore une fois, j'insiste, le pétrole, c'est majeur pour Poutine. C'est un sujet qui pourrait le faire monter
encore un peu plus en pression. On sent son exaspération d'ailleurs dans cette prise de parole, parce qu'en plus là aujourd'hui on nous annonçait que d'ailleurs les revenus pétroliers de la Russie sont au plus bas depuis la période du Covid. Donc en fait cette guerre elle pèse aussi, il y a une baisse des prix du pétrole et puis ces frappes en effet sur les gisements pétroliers, on voit bien à quel point l'Ukraine elle frappe sur ces hydrocarbures pour justement couper le financement de la machine de guerre de Vladimir Poutine. Et ça commence vraiment à peser sur l'économie russe. Et puis avec ces images, là, je regardais ces images filmées avec le drone que l'on voit attaquer, il y a aussi un message envoyé aux Occidentaux. On n'en a pas fini. En fait, l'Ukraine dit « j'ai encore des moyens, je ne suis pas au moment de la capitulation comme on veut le faire croire ». Il y a aussi un message, à mon avis, très politique dans ces frappes d'ampleur, dans ces drones, ces attaques de la nuit dernière. C'est vraiment l'idée que l'Ukraine n'est pas au point de la rupture, au moment de la rupture, qu'elle a encore les moyens d'attaquer la Russie et qu'on n'en est pas au moment de la capitulation. Effectivement, on va aussi vous parler de la mer Caspienne dans un instant qui a été visée, d'un nouveau missile qui arrive sur le front. Mais Guillaume, vous vouliez nous dire quelque chose. Ce qui est très intéressant, c'est que de même qu'il y a une sorte de compétition, de course de vitesse, de bras de fer entre les Européens et les Américains sur un éventuel plan de paix pour mettre fin à la guerre, il y a ce bras de fer sur les exportations de pétrole, parce que alors que les Ukrainiens mettent une très grosse pression, on le voit avec ces images, alors que les Européens ont pris des sanctions, les Américains, eux, font le contraire. C'est-à-dire qu'après avoir mis les deux grosses compagnies d'exportatrices de pétrole russes sur ce qu'ils appellent leur liste noire, ce qui fait que toutes les entreprises qui travaillent avec ces deux compagnies étaient susceptibles de sanctions aux États-Unis, il y a quelques jours, l'Amérique est revenue là-dessus, et pour Lukoil, qui est l'une des deux compagnies concernées, les sanctions ont été levées. Donc on voit bien que Poutine essaye, avec les Américains, comme d'habitude, de contourner ce qui pourrait être une pression européenne et ukrainienne. Et on vous parle maintenant d'un faucon pèlerin. En fait, il s'agit du nouveau missile supersonique de Kiev. Il s'agit d'un nouveau missile balistique conçu par Kiev qui va débarquer. Il s'appelle le Sapsan, qui veut dire donc faucon pèlerin en ukrainien. On en parle ensemble, colonel Goya. C'est parti. Colonel, présentez-nous ce missile qui doit son nom à l'oiseau le plus rapide du monde. Alors, on va aller droit au but. C'est l'intérêt de cet engin, c'est que c'est le premier missile balistique made in Ukraine. Donc on voit l'engin, donc un missile balistique, c'est il est assez proche de l'Iskander russe. D'accord. C'est un missile sol-sol. Il est balistique, c'est-à-dire qu'il va aller très haut dans le ciel, il peut monter jusqu'à peut-être 50 km d'altitude, et après il va descendre très vite sur son objectif, on voit la carte d'identité, à 6400 km/h, et sa vraie particularité, c'est que c'est très difficile de de détruire un engin qui arrive à plus de 6000 km/h, donc il est presque invulnérable. En plus, alors, plus technique, il est à carburant solide, avec un étage, donc il peut être lancé très vite, sur une plateforme qui est très mobile, et une charge qui est assez importante, presque 500 kg d'explosifs, c'est pas mal, et peut taper jusqu'à 300 km. Donc on en parlait déjà de cette capacité de frappe des Ukrainiens, ils ont beaucoup de moyens, des drones, plein de drones à longue portée, j'entends. Ils ont des missiles de croisière. Un missile de croisière, c'est un missile qui vole bas, qui vole relativement bas, lentement et bas pour essayer d'échapper au radar. Là, c'est l'inverse, c'est un missile qui vole très haut et qui va très vite et qui est très puissant. Donc c'est une arme redoutable à nouveau entre les mains des Ukrainiens. Pardonnez-moi, et ça fait un petit moment que les Ukrainiens travaillent justement sur cette arme. Que peut-elle réellement changer dans la guerre ? Oui, alors ils travaillent. Alors c'est une amélioration de vieux systèmes. Alors c'est le RIM 2, notamment. Ils doivent travailler dessus depuis en 2018, mais déjà depuis 2009 en réalité que les premiers travaux. Donc ça fait longtemps. C'est toujours pareil. Ce type d'arme, c'est très intéressant à condition d'en avoir beaucoup. Donc la question qui se pose, c'est combien les Ukrainiens sont-ils capables d'en produire ? On parle actuellement de 3 par mois, 1 tous les 10 jours à peu près. Donc c'est pas mal. Ça peut faire mal, mais en fait il en faudrait beaucoup plus pour faire très mal. C'est ça la vraie difficulté. Mais juste un élément, mais la question que je me pose, c'est pourquoi on n'aide pas les Ukrainiens à le fabriquer, nous, Français. On a besoin en plus de ce type d'engin. On y réfléchit. On réfléchit à avoir ce type d'engin. On aide les Ukrainiens à le fabriquer, y compris sur le sol français. On leur en fournit un certain nombre, puis après, le reste, on le produit pour nous, parce que, j'y reviens, on en a besoin. C'est des armes extrêmement importantes.
Merci beaucoup, colonel. Charline Hurel, toujours avec nous en direct depuis Kiev. Charline, ils sont, vous le confirmez depuis Kiev, d'une importance, oui, voilà, c'est ça, capitale, ces missiles, pour la stratégie de défense, mais pas seulement ukrainienne ? En effet, très important stratégiquement, évidemment, mais c'est aussi une fierté nationale. Ça, c'est un autre message politique délivré par Volodymyr Zelensky lorsqu'il annonce que ces missiles sont déjà impliqués dans les combats. Donc ça veut dire que selon le président ukrainien, ils sont déjà en action. Évidemment, il est questionné par la suite par des journalistes. Et là, il dit, on ne va pas vous dévoiler plus de détails parce qu'on veut volontairement entretenir le flou. Il prend l'exemple en disant, il y a eu des frappes que les Russes ont attribuées à d'autres missiles qui s'appellent les missiles Neptune. Et nous, eh bien, ça nous fait bien plaisir de voir qu'ils font fausse route. Voilà en substance ce qu'a dit le président ukrainien. Alors, est-ce que c'est un leurre? Est-ce que ces missiles sont vraiment déjà employés ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Vous l'avez compris, très difficile d'y voir clair. Pourquoi je vous disais que c'était une fierté nationale? Parce que ces missiles, en effet, déjà vont plus vite et portent une ogive, c'est-à-dire la charge plus importante que les missiles américains, les attaques MS. Et si c'est une fierté, c'est parce que enfin les Ukrainiens peuvent dire ces missiles, on peut les employer comme on veut, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir l'accord de ce pays-là, des Américains ou de tel pays pour pouvoir envoyer ces missiles sur la Russie et donc détruire des cibles stratégiques. Et enfin, pourquoi une autre fierté? Et là, je vais vous dire, c'est plutôt du point de vue des habitants, des Ukrainiens, qui disent qu'au regard de l'histoire, c'est très important. Rappelez-vous qu'après l'indépendance, en 1994, il y a le mémorandum de Budapest qui est signé et qui signe le désarmement nucléaire, mais aussi désarmement des missiles ukrainiens. Et bien voilà, les Ukrainiens disent aujourd'hui, on est en train de rattraper une partie de notre histoire. Merci Charline Hurel. On le sait depuis longtemps, dans cette guerre, il y a le faire et le faire savoir. Et Magali le disait il y a quelques instants, Guillaume, il y a aussi les messages. Là, il y a le message de dire potentiellement, il faut croire en nous et en nos ressources, nous en avons encore. Oui, et nous sommes capables de continuer cette guerre longtemps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement à la merci de l'aide occidentale, en particulier de l'aide militaire, parce qu'on voit bien que celle-ci a des limites. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens se plaignent, et à juste titre, que les Européens ne leur livrent pas assez d'armes, et très largement, c'est parce que l'industrie de défense européenne ne peut pas produire davantage. Et donc, pouvoir fabriquer ses propres missiles, c'est une garantie d'indépendance. C'est aussi une possibilité pour l'Ukraine de se dire la marge de manœuvre est plus importante que ce que vous imaginez par rapport aux Russes pour ne pas accepter n'importe quel plan de paix. Magali. Puis il y a toujours énormément de verrous à l'utilisation de ces missiles dans la profondeur de la Russie, notamment par les Américains. On sait combien Joe Biden a hésité à donner son aval à ces frappes russes dans la profondeur et d'ailleurs n'a accepté que vraiment à la frontière avec l'Ukraine parce qu'il trouvait ça trop dangereux et trop déstabilisant pour la Russie. Et c'est vrai que tout l'enjeu là, ces derniers temps pour l'Ukraine, c'est de devenir le plus autonome possible. Et aujourd'hui, l'Ukraine, elle produit 50-60% à peu près de son armement. Le problème, c'est qu'il y a une partie de cet armement dont il reste quand même très dépendant vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail du côté du gouvernement ukrainien pour que cette industrie de l'armement, elle prenne son envol et elle puisse être capable justement de faire ce que les Occidentaux l'empêchent finalement de faire depuis le début de cette guerre, de frapper en profondeur dans le territoire russe. Et on voit avec notamment ces frappes sur les gisements pétroliers, sur les infrastructures énergétiques, à quel point vraiment ils poussent dans ce sens. Les drones ukrainiens ces dernières heures ont également frappé pour la première fois une plateforme pétrolière russe en mer Caspienne. Le gisement pétrolier Finalovsky du groupe russe très connu Lukoil, interrompant même, c'est ce que rapporte une dépêche de Reuters, l'extraction de pétrole et de gaz dans la zone. Les renseignements sont plutôt fiers de cette frappe ces dernières heures et communiquent dessus, encore une fois, l'importance de la communication en disant « Regardez comme nous sommes capables d'élargir constamment notre portée géographique. Maintenant, la mer Caspienne ». Oui, c'est vrai. Au passage, vous noterez qu'on ne parle plus, par exemple, des missiles Tomahawk américains. Ça se passait à la trappe. Et les Ukrainiens disent, de toute façon, on s'en fout, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce qu'on a notre propre force de frappe à très longue portée, qui est efficace, qui est très diverse, on l'a déjà évoqué, et qui, la vraie difficulté, on revient un peu comme pour l'exemple du pétrolier, c'est d'arriver à trouver des cibles, à guider les missiles jusqu'à ces cibles.
Donc ces cibles, donc il faut du renseignement malgré tout. Il faut du renseignement d'objectifs. Il faut du renseignement d'objectifs sans faire appel autant que possible, sans faire appel aux Américains. Et donc tout ça, ça passe par d'autres modes de renseignement humain. Alors les objectifs, on les voit, ces objectifs qui sont pas très mobiles. La plateforme, à peu près, on sait où elle est, mais elle va pas bouger durant le tir. Mais il faut arriver à guider notamment tout le projectile jusqu'à cette plateforme. Alors comment ? Par GPS ou par IA de plus en plus, c'est-à-dire de manière totalement autonome. Et avec ça, effectivement, ils sont capables de faire très très mal à l'économie russe. Alors c'est pas forcément décisif, de la même façon que les milliers de missiles qui sont tombés sur l'Ukraine n'ont pas fait plier l'Ukraine, mais ça affaiblit. Et puis il y a toujours cet aspect psychologique. Regardez, on donne des coups. On est à l'offensive aussi, d'une certaine façon, même si sur le front, on fait le dos rond, mais on porte des coups aussi à la Russie. Je vois Charline Hurel qui acquiesce. Merci beaucoup, Charline Hurel, d'avoir été avec nous en direct depuis Kiev et remercie infiniment pour nous Vincent Wartner, qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à tous les deux et bon courage sur le terrain. Alors, une information, une image à vous donner. Une information, les Américains seront à Paris ce week-end pour continuer de parler du plan de paix. Alors, il y avait quelques doutes sur les relations entre Américains et Européens ces dernières heures avec Donald Trump qui a reconnu avoir eu des mots assez forts en leur direction et qui doute quand même franchement de l'utilité de ces réunions. Tiens, d'ailleurs, réunion, c'était il y a quelques minutes, elle a commencé, la réunion de la coalition des volontaires avec Emmanuel Macron à sa tête et plusieurs Européens qui vont discuter de la suite à donner au plan de paix et surtout aux garanties de sécurité. Mais donc Trump, c'est la diplomatie par la force, vous l'avez compris encore une fois avec mes mots, et c'est la diplomatie par le business. La force, on va y revenir. Le business, on s'y arrête maintenant. Je vous en prie, faites votre entrée, François Langlais. On va en parler ensemble, bien sûr, grand spécialiste des questions économiques pour TF1 LCI. Le plan secret de Trump, on va vous le dévoiler. Plan secret pour la Russie. En fait, ce sera un business plan. Voilà, je fais simple. Trump préparait un Yalta économique pour la Russie. Information du Wall Street Journal. Alors, en gros, c'est un business for peace, business pour la paix, investissement américain massif en Russie, utiliser 200 milliards de dollars d'actifs gelés, mais on va y voir plus clair avec Magali. On vient vers vous juste après, François Langlais. Magali, dites-nous, comment les Américains veulent-ils utiliser ? On va commencer par les avoirs russes. Comment veulent-ils les utiliser ? Alors ces 200 milliards, en effet, c'est manifestement au cœur d'un texte qui circule en marge du plan de paix de Trump. 200 milliards d'avoirs russes gelés. Vous savez que l'essentiel se trouve en Europe, que les Européens tergiversent pour éventuellement les utiliser pour garantir un prêt pour l'Ukraine. Mais en fait, les Russes veulent prendre de vitesse avec les Américains, les Européens, et proposent finalement aux Américains de les sortir pour financer la reconstruction en Ukraine. Et si l'on en croit même la presse américaine, l'administration Trump serait décidée à les faire fructifier avec un effet de levier. Ces 200 milliards deviendraient 800 milliards d'investissements pour la reconstruction de l'Ukraine, avec 50% de bénéfices pour les Américains. Parmi les projets, les Américains voudraient financer la construction d'un data center en Ukraine, un immense centre de données qui serait alimenté, nous dit la presse américaine, par l'électricité produite par la centrale de Zaporijia, qui est occupée aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine par les Russes. On voit bien que dans le monde de Trump, tout n'est qu'opportunité et business. Plus généralement, il se projette sur des contrats à plusieurs milliards de dollars. Oui, et alors ça, c'est le deuxième texte qui circule en ce moment, en effet, sur la coopération avec la Russie. Et ce qu'on comprend, c'est que des oligarques russes, même sous sanctions, se rapprochent depuis des mois des grandes entreprises américaines, ressources minières de l'Arctique, exploitation des terres rares. Ce sont des contrats juteux de milliards de dollars qui sont en ligne de mire. Il y a des hommes qui sont proches de l'administration Trump, y compris des donateurs d'ailleurs de la campagne de Trump, qui se positionnent en ce moment, notamment, vous savez, pour le gazoduc Nord Stream 2 qui avait été mis à l'arrêt par un sabotage probablement ukrainien. Et bien là, il y a l'un de ces donateurs qui voudrait en reprendre l'exploitation. Il y a aussi le projet gazier Sakhalin dans l'extrême-orient russe. Vous savez qu'ExxonMobil, l'entreprise américaine, s'en était retirée, avait dû le quitter au début de la guerre. Et bien là, il reprendrait langue avec Rosneft. Notamment, il y a eu des contacts au Qatar, justement, pour que l'entreprise américaine puisse le plus vite possible repartir en Russie, faire de l'argent
pas la guerre. Voilà la ligne qui est donc encouragée par Trump. C'est qu'un diplomate américain qui a regardé ce plan parle d'un nouveau Yalta, mais un Yalta cette fois-ci économique. Et on voit bien que les Européens ne sont pas invités à la table. Merci, c'était parfait. Merci beaucoup Magali. Et si c'était ça, la réalité des prix, on va dire les choses comme elles sont, de ce plan de prêt, l'argent et rien que l'argent, avec pétrole, gaz et avoir russe gelé. François Langlais. C'est clé, c'est une dimension clé. Mais il faut dire que, bon, d'abord ça satisfait, j'allais dire, l'appétit naturel de Trump pour le business, à la fois pour son pays et pour lui-même. Hein. Les frontières étant relativement floues, on voit bien que même dans les grandes opérations de business de la semaine dernière, son gendre est là, avec de l'argent saoudien, etc. Donc ça c'est le donné, je dirais, américain. Mais côté russe, bon, et ça serait évidemment le moyen de sortir de deux pinces. La pince européenne qui bloque les avoirs, ils veulent les récupérer. Donc là, si Trump dit les copains, c'est moi qui le fais, ça va être compliqué pour l'Europe de se mettre en opposition à Trump. Et puis la pince chinoise, parce qu'avec les perspectives de développement de business et d'exploitation des ressources, Poutine, qui était dans la main des Chinois à l'occasion de cette guerre, dessert un peu l'étau et se trouve un autre partenaire qui peut challenger justement l'influence qu'on imagine quand même délétère à moyen terme de la Chine. La Chine, pourquoi soutient-elle la Russie ? Je veux dire, ils n'ont aucune considération pour les Russes. Hein. Ils se détestent, ils les méprisent, etc. Ils veulent faire main basse sur le coffre-fort de matières premières russes. Et c'est pour ça que le soutien chinois est inaltérable. Donc on voit bien que ça pourrait faire bouger toutes les plaques, cette affaire. 200 milliards, c'est pas énorme en soi, mais il y a là des répercussions géopolitiques considérables. Et en fait, on apprend quasiment dans le même temps, selon le Financial Times, qu'en fait, les Européens sont peut-être maintenant déterminés à faire un état d'urgence sur les avoirs gelés et à dire maintenant, on va les bloquer sans limitation de temps. On lit hold up. On dit que Trump s'apprête à réaliser un hold-up sur ses avoirs russes. C'est un mot, une expression que vous reprenez à votre compte ? Oui, mais je pense qu'il vaut aussi pour les Européens. Si vous voulez, bon, alors effectivement, les Européens veulent continuer à soutenir l'Ukraine. Bon, on a évalué les besoins à 150 milliards d'euros pour les 2 années qui viennent, mais personne ne veut payer. Quand même ça, extraordinaire. Hein, on est d'accord pour soutenir l'Ukraine pourvu que ça coûte pas un rond. Donc on se dit, mais voilà, on tourne autour de ce magot depuis des années. On a utilisé les intérêts pour aider Kiev, mais on n'a pas encore touché au principal. Donc Merz dit finalement, le chancelier allemand, nous pourrions utiliser cet argent pour conforter la défense ukrainienne. Ça se heurte quand même à plusieurs choses. D'abord, l'état de droit, pardonnez-moi, mais de la part des Européens qui disent... justement, à propos de la guerre d'Ukraine, c'est la victoire de la force sur le droit, etc. L'état de droit international séculaire, c'est qu'on ne touche pas aux avoirs de l'ennemi, même quand on est en guerre. On ne l'a pas fait pendant les guerres mondiales. Hein. À la limite, on les utilise après, lors du règlement de la paix dans le traité. Le vaincu verse des réparations et du coup utilise ces avoirs-là pour les verser. Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Ça heurte aussi... Bon, c'est secondaire, mais enfin, ça compte quand même Budapest, hein, l'allié de Poutine, Orban, qui dit « Moi, je ne voterai pas de sanctions qui permettraient de faire main basse de façon illimitée dans le temps. » Et d'où ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'utilisation de l'état d'urgence, qui permet de passer à la majorité, donc d'éviter l'unanimité qui bloque jusqu'ici. Et puis, le troisième élément, qui est le plus embêtant, c'est la Belgique. Parce que ces avoirs, il y a environ 210 milliards d'euros, mais 185 000 sont en Belgique, dans les comptes d'une société qui s'appelle Euroclear, qui est une chambre de compensation financière, une espèce de hangar où on stocke les titres et on les échange. C'est vital pour la finance mondiale, mais ça sert aussi de réservoir. Et les Russes ont laissé là des obligations, des devises, probablement des liquidités, donc avant la guerre. Et Euroclear dit, mais attendez, si vous utilisez cet argent et que, comme il est vraisemblable, Trump lève les sanctions contre la Russie, qu'est-ce qui va se passer ? Moscou va me passer un coup de fil en disant, Madame Euroclear, c'est une femme qui dirige cette entreprise, rendez-moi l'argent. Je ne l'aurai plus. Donc je vais me retourner vers Bruxelles, pas Bruxelles-Europe, mais Bruxelles-Belge, la capitale de l'État belge, en disant, c'est vous qui avez approuvé les sanctions, c'est donc à vous de payer. Et l'État belge dit, mais 200 milliards, c'est une exposition considérable qui est à peu près de la taille de mon budget annuel. Donc je ne peux pas accepter qu'on prenne l'argent russe comme ça, sauf si vous tous, Européens,
vous m'offrez une garantie solidaire qui vous engage à contribuer le jour où la Russie demandera ses fonds. Et alors les Allemands disent bon, il faut qu'on discute, on a piscine, etc. Hein. Et disons, c'est les procrastinations habituelles de l'Europe sur des sujets délicats. Et on en est là, on attend le sommet qui va être 17-18 décembre, je crois, donc qui est imminent, où on devrait essayer de dégager tout ça. Allez-y, Guillaume Roquette, on écoute Tucker Carlson juste après, allez-y. Oui, effectivement, en principe, c'est dimanche que les Européens doivent se mettre d'accord. Et alors, pour contourner cette épée de Damoclès et ces réticences belges, l'idée, c'est que, au départ, ces 210 milliards d'avoirs de la Banque centrale russe qui sont en Europe, on les gèle. On les dépense pas, mais on les gèle. Mais on les gèle jusqu'à la fin de la guerre. Ce qui évite d'avoir tous les 6 mois M. Orban qui dit « Ah, mais non, mais finalement, on va revenir sur cette décision » parce que jusqu'à présent, ça n'était que temporaire, le blocage de ces avoirs russes. En tout cas, le meilleur allié pour l'Amérique d'abord, Tucker Carlson, le journaliste ultra-conservateur, en est persuadé, c'est la Russie. Tiens, regardons. Si l'on se place uniquement du point de vue de ce qui est bon pour les États-Unis, dans une perspective America First, le plus évident, ce serait bien sûr la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est le plus grand pays du monde, c'est le plus grand territoire du monde, et il possède d'énormes gisements de minerais et d'hydrocarbures. La Russie possède beaucoup de pétrole, de gaz, d'or, et tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner une société. Elle dispose également d'une armée redoutable, de loin la plus importante du continent européen, et d'une énorme capacité de production. Donc, si vous aviez besoin d'un allié pour vous aider dans un conflit, ou si vous aviez besoin d'un pays pour mener une guerre contre un autre pays, un endroit où installer des bases aériennes par exemple, la Russie serait bien sûr le meilleur choix. Tout est là, tout est dans ce que vient de dire Tucker Carlson. Est-ce qu'il dit tout ce que dit Trump à tout bas ? Pas tout à fait, oui, mais à demi-mot. Vous savez que quelqu'un de la délégation française, quand Emmanuel Macron est allé voir Trump l'année dernière, m'a raconté que dans le bureau ovale, à un moment, Trump a parlé de la superficie de la Russie en disant 17 millions de kilomètres carrés, mais c'est gigantesque, avec des étoiles dans les yeux. Donc il y a bien cette dimension-là, elle est très importante. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qu'évoque M. Carlson, il y a probablement la tentation aux États-Unis, dans l'administration américaine, de faire ce qu'on appelle le Nixon à revers. Vous savez, Nixon et Kissinger étaient confrontés aussi à une alliance entre la Russie et la Chine. Il y a 50 ans, un peu plus, dans les années 60 et au moment de la guerre du Vietnam, c'était très embêtant pour les États-Unis parce que ça permettait l'acheminement de trains via la Chine qui alimentait le Vietnam du Nord et donc qui compliquait la guerre qu'ils livraient là-bas. Et Trump et Kissinger et Nixon se sont dit, on va essayer de scinder ce bloc, l'URSS soviétique et la Chine. Et ils y sont parvenus. Mais ils y sont parvenus en prenant le plus faible de l'époque, c'était la Chine. Ça a été la réconciliation entre Nixon et Mao Tse-tung, avec la visite triomphale en 1976, si ma mémoire est bonne, de Nixon à Pékin. 12, et puis, pardon si je me trompe, oui. Et la reconnaissance des deux pays qui intervient en 79 ou en 80. Donc, et c'est ça qui a changé le monde d'ailleurs, ça a intégré la Chine dans l'économie mondiale. Et aujourd'hui, ils veulent faire la même chose, ils prennent là encore le plus faible, ça n'est plus la Chine. Et c'est désormais la Chine qui veulent taper. Donc ils prennent la Russie pour essayer de contrer cette alliance qui est effectivement très difficile pour les États-Unis. Allez-y, colonel. Oui, alors il y avait déjà un divorce quand même lorsque Nixon. C'est vrai, c'était plus fragile. On était quand même à 2 doigts d'une guerre nucléaire entre la Chine, entre l'URSS et la Chine en 60, la fin. Sur la dernière période, après, oui, c'était quand même 2 pays communistes, etc. Oui, mais la vraie performance, c'est d'arriver à s'allier avec la Chine communiste, maoïste, qui est l'antithèse des États-Unis. Effectivement. Non, mais justement, je reviens sur la déclaration qu'on a diffusée de Trump tout à l'heure, qui dit voilà, moi je pense que Vladimir Poutine veut faire du commerce avec les États-Unis et non perdre des milliers de soldats. On va la réécouter pour nos téléspectateurs. Écoutez à nouveau Trump sur le sujet. Regardez. Je pense que Poutine aimerait revenir à une vie plus normale. Je pense qu'il aimerait faire du commerce avec les États-Unis d'Amérique. Franchement, plutôt que de perdre des milliers de soldats chaque semaine. Voilà. Non, mais il n'a rien compris. C'est-à-dire, si c'était le cas, Poutine, s'il avait voulu faire du commerce avec les États-Unis, il n'aurait pas envahi l'Ukraine. S'il n'avait pas voulu perdre des milliers de soldats, il n'aurait pas envahi l'Ukraine. C'est-à-dire, Trump n'a toujours pas compris que Poutine n'est pas comme lui, qu'il se fout de l'économie en réalité. Déjà lui personnellement, encore plus riche que Donald Trump, donc c'est pas un problème personnel. Donc l'économie de la Russie, c'est la prospérité économique de la Russie, c'est pas son truc. Lui, Poutine fait de la politique.
pure, quitte à ce que ce soit extrêmement coûteux pour la Russie. Et une guerre contre un pays voisin, c'est très coûteux mécaniquement. Et ça, Trump n'arrive pas à se le mettre dans la tête. Et on arrive à une situation où finalement, on s'approche progressivement d'une levée des sanctions américaines vis-à-vis de la Russie, sans que la Russie ait concédé quoi que ce soit. C'est-à-dire le discours, Poutine n'a pas bougé d'un millimètre depuis janvier dernier. Et on voit petit à petit les États-Unis qui lui font des cadeaux de plus en plus importants, parce qu'en réalité, le seul qui veut vraiment faire du business, c'est Donald Trump. C'est pas Trump. Poutine. Mais on apprenait par le Wall Street Journal, on en parlait d'ailleurs ensemble il y a 15 jours, Magali, que Dmitriev, l'ancien patron du fonds souverain russe et qui est maintenant au cœur des négociations, avait débarqué potentiellement au mois de mai, je crois, avec une proposition de multiples contrats à sceller avec la Russie. On parle de milliards et de milliards de dollars. En fait, ça fait des mois que tout ça est sur la table. Est-ce que même, peut-on imaginer que tout ça est déjà un peu dealé en réalité? Mais ça fait des mois, vous avez raison, parce que les contacts dont je parlais tout à l'heure entre ExxonMobil et Rosneft pour remettre pied pour ExxonMobil en Russie, c'est au printemps dernier que ces premiers contacts ont lieu au Qatar, en marge justement des premières négociations qui ont lieu avec les Russes. En fait, les Russes ont parfaitement compris la façon dont il fallait parler à Donald Trump. Quand on entend Donald Trump là, on comprend très bien quel est le ressort. Et donc derrière, il est assez évident d'envoyer un Dmitriev, qui est finalement le plus américain des Russes, parce qu'il a fait toutes ses études aux États-Unis, il y a travaillé. Donc il comprend parfaitement la logique des émissaires de Donald Trump, type Witkoff, type son gendre Jared Kushner. Donc en fait, ils parlent le même langage. Et on sent bien que c'est la façon dont les Russes tentent de s'appuyer aujourd'hui sur Donald Trump, et ils lui font miroiter monts et merveilles. C'est-à-dire que ça passe par, en effet, des contrats extrêmement juteux sur l'exploitation des terres rares. On sait combien, avec la Chine, les Américains ont vraiment réalisé à quel point c'était un véritable problème pour eux. Mais ça va jusqu'à dire, reprenons la conquête spatiale ensemble. Allons sur Mars avec Elon Musk. Et vous vous souvenez de l'affaire du tunnel? Pardon, Magali, de vous interrompre. On en avait parlé là encore ensemble. Elle a ressorti ce message fou du Russe Dmitriev à quelques heures d'une rencontre cruciale avec Poutine. Il avait ravivé le souhait de relier les deux pays par un tunnel entre l'Alaska et la Russie. Vidéo générée, on le rappelle quand même, par l'intelligence artificielle. Vous y voyez Thomas Edison, rien que ça, et Mendeleïev, le Russe, projet de tunnel que Moscou fait miroiter depuis des mois à Trump. Et Musk avait dit d'ailleurs que c'était plutôt pas mal. Regardez le message à l'époque, surréaliste. Parfois, un rêve n'est pas une fantaisie. Il faut juste du temps pour que cela devienne réalité. Fou. Voilà, tout est mêlé là, les affaires avant la frontière, mais ils se tiennent l'un l'autre. Trump, il veut prendre la main sur le business des Russes, et les Russes, ils ont quand même besoin des milliards américains. Tout se tient. Oui, il y a une alliance objective d'intérêts convergents, c'est manifeste. Alors tout ne se fera pas. Là où je suis plus sceptique, c'est sur la reprise de Nord Stream 2, parce que ça va être un des enjeux centraux, c'est-à-dire l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Au fond, est-ce qu'on rétablit ou pas les flux? Bon nombre d'industriels allemands sont très pour, parce qu'ils ont subi la fermeture du robinet de façon dramatique, avec une hausse des prix qui les a contraints pour la chimie à délocaliser massivement en Chine, aux États-Unis. Mais évidemment, Trump, lui, voudrait continuer à vendre son GNL à l'Europe, avec toutes les perspectives pour 26-27 qui sont formidables. Il a d'ailleurs, souvenez-vous, dans l'accord commercial négocié, si je puis dire, le mot négocié n'est peut-être pas le bon, au moins signé par Madame von der Leyen, l'Europe s'est engagée à acheter plus de 700 milliards d'hydrocarbures sur les années qui viennent, c'est-à-dire à tripler les montants actuels. Et le gaz compte pour beaucoup là-dedans. Il est 17h28, j'ai droit à une question bonus avant de vous laisser filer, François Langlais. Est-ce que Moscou va aussi accepter ce deal parce que l'économie est à plat? On en parle régulièrement, ça revient, c'est le serpent de mer, mais qu'en est-il dans les faits? Soloviev, propagandiste en chef du Kremlin, a eu ses propos sur la chaîne publique. Regardez. Nous devons remplir toutes nos obligations et pour cela, nous avons besoin d'argent. Mais où trouverons-nous cet argent si notre économie ne croît pas au rythme dont le pays a besoin? Où crée-t-on des emplois? D'où proviennent les profits que les entreprises verseront? Sur quoi seront prélevés les impôts?
Les entreprises doivent gagner de l'argent. Si elles fonctionnent à perte, à quoi cela servira-t-il ? Elles commenceront à licencier du personnel et réduiront le personnel. Cela signifie qu'une charge supplémentaire pèsera sur l'État. Et où l'État trouvera-t-il la richesse si nous ne la créons pas ? C'est pourquoi le président ne cesse de répéter que notre objectif est de croître plus vite que la moyenne mondiale. Alors non, il n'y a pas d'aveu, hein. Il n'y a rien de gratuit avec Soloviev, il y a forcément une raison pour ses propos. Quelle est la réalité des faits et quelle est l'analyse de cette déclaration ? Non, c'est vrai que si vous voulez aujourd'hui l'économie russe, elle a un moteur qui est suralimenté, c'est l'industrie de l'armement, et tous les autres sont, je dis pas éteints, mais enfin vraiment en sous-régime. Et bon alors, c'est pas pour ça qu'on est quand même à la veille de l'explosion de l'économie russe, hein. Mais c'est vrai que les flux qui finançaient jusque-là avec les ventes d'hydrocarbures se sont fortement ralentis, hein, avec les décisions européennes et puis les contraintes que l'Amérique exerce cette fois-ci sur les clients de la Russie. Donc ils ont tout intérêt à essayer de rallumer d'autres moteurs. Et c'est vrai que des investissements comme ceux-là dans les infrastructures permettraient probablement de faire repartir l'économie. Merci beaucoup François Lambert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Magali, je vous voyais prendre vos notes. Allez-y, dites-nous. Non, mais la question, je trouve, qui se pose maintenant, c'est est-ce que de faire miroiter tout ça à Vladimir Poutine, ça peut suffire ? En fait, ça peut suffire à le faire vraiment signer le papier, le plan le plan Donald Trump, Vladimir Poutine. Est-ce que réellement ça suffit ou est-ce qu'aujourd'hui il cherche juste à gagner du temps comme on l'a vu finalement depuis que ces négociations ont repris depuis l'arrivée en gros de Donald Trump, le retour à la Maison Blanche. C'est quand même ça la vraie question. Est-ce que justement l'économie russe a besoin de cette bouffée d'oxygène et est-ce que Vladimir Poutine s'en rend compte suffisamment pour se dire à ce moment-là, il vaut mieux que je m'en tienne là en Ukraine ? Moi, j'ai un doute. Allez-y, Guillaume. Oui, moi, je pense aussi. Poutine est sûrement tenté par tous ces milliards que font miroiter les Américains, même si c'est parfois un petit peu artificiel et abstrait, parce que le tunnel, là, c'est formidable entre les deux pays, mais je crois que la route la plus proche est à 1500 km. Ouais. Donc, une fois que vous êtes sorti du tunnel, vous n'êtes pas sorti des ronces, ou plutôt pas sorti de la neige, pas sorti des congères. Mais les Russes sont tentés, mais ils ne sont pas acculés. Et en fait, c'est ça, leur force, c'est que, comme de l'autre côté, ils ont les Chinois qui continuent à les aider, à les approvisionner. Mark Rutte, le patron de l'OTAN, disait il y a quelques heures que 80% des composants électroniques qui sont dans les drones russes sont produits en Chine et sont exportés tranquillement. Donc je pense, comme Michel Goya, que la priorité de Poutine, ce sont ses objectifs militaires en Ukraine et que tant qu'il ne les a pas atteints, il dit le business, ça pourra atteindre. Parce que de toute façon, lui, il est déjà très riche, effectivement. Et ceux qui l'entourent aussi. Alors, Trump par la force, la diplomatie par le business, on vient d'en parler, la diplomatie par la force. Vous le savez, en ce moment même se tient une réunion de la coalition des volontaires avec à sa tête Emmanuel Macron. Et quelques heures avant le début de cette réunion, et voilà, le rapport de force de Donald Trump qui fait savoir que franchement tout ça c'est une perte de temps de parler avec les Européens. Non, pas la peine de venir à la table des négociations. Bon, reste que des Américains vont venir à Paris samedi, on vient de l'apprendre. Mais écoutez, encore une fois, la rhétorique du président américain. Je pense que nous avons eu quelques petits désaccords à propos de certaines personnes. Et nous allons voir comment ça se passe. Nous avons dit que nous voulions savoir certaines choses avant d'aller à une réunion. Ils aimeraient que nous assistions à une réunion ce week-end en Europe. Et nous prendrons une décision en fonction de ce qu'ils répondront. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Parfois, il faut laisser les gens se débrouiller seuls, et parfois non. Mais le problème de les laisser se débrouiller seuls, c'est que vous perdez des milliers de personnes chaque semaine. C'est ridicule. Toute cette situation est ridicule. La méthode musclée de Donald Trump, elle ne cesse de se confirmer. Vous avez tous en mémoire cette nouvelle stratégie de sécurité américaine qui a fait frémir absolument tout le monde en Europe. Mais et si le véritable danger était dans ce qui n'a pas été publié ? Selon des informations ayant fuité ces toutes dernières heures, là, maintenant, la Maison-Blanche suivrait en fait un agenda parallèle. Et l'objectif, ce serait d'affaiblir toujours plus l'Union européenne. Comment ? En essayant d'aider des États cruciaux à prendre le large vis-à-vis de nous. Je vais vous donner ces noms. L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, désarrimés,
ces pays de l'Union européenne. Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous. Ça vient de tomber, on l'a appris juste avant de commencer cette émission. Merci d'être avec nous, vous êtes en direct depuis la Maison-Blanche. Selon le site américain de Defense One, la version publique dont nous parlons depuis des jours ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Et une version confidentielle beaucoup plus détaillée circulerait et s'apparenterait à un véritable manuel de, je cite, sabotage diplomatique. Oui, alors pour l'instant, il n'y a que ce site Defense One, en effet, qui parle de cette version plus longue qui aurait circulé avant que la version non classifiée, plus courte, soit publiée, donc jeudi dernier. Dans cette version plus longue, eh bien, les États-Unis mettent l'accent sur la nuance à faire entre les institutions européennes et les pays qui la composent. Les États-Unis qui disent en effet qu'il faut se focaliser sur un nombre limité de pays qui ont des gouvernements partageant la même vision que cette administration. Ce document cite notamment 4 pays, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie et la Pologne. Et il est écrit en effet que les États-Unis devraient davantage coopérer avec ces pays en particulier, avec l'objectif de les retirer, pulling them away, donc c'est vraiment de les retirer de l'Union européenne. Il est également écrit que Washington devrait soutenir des partis, des mouvements, des acteurs intellectuels et des intellectuels qui prônent la souveraineté nationale et le retour à des modes de vie européens traditionnels tant qu'ils restent pro-américains. Et ce document aurait également parlé d'un groupe un peu à l'image du G7, le Core 5, donc C5, qui serait composé des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Japon. Alors avec des collègues européens ici à la Maison-Blanche, nous avons demandé si on pouvait avoir plus d'informations sur ce document et réponse très courte d'un officiel en disant que c'était de la fake news et que cela ne reflétait pas la réalité. Merci beaucoup Sonia Dredi, tout à fait complet en direct de la Maison-Blanche. Vous êtes accrédité à la Maison-Blanche, donc on entend la prudence qu'il faut avoir. Il y a aussi de la guerre de communication, de la guerre psychologique, de la guerre d'intoxication. Donc il faut tout mettre sur la table et justement essayer ensemble de sous-peser toutes les informations pour comprendre le vrai du faux. Mais désarrimer des pays européens dans les prochaines années, c'est possible, c'est crédible. Colonel Goya. En tout cas, c'est une intention. Trump n'a jamais fait mystère de son hostilité à l'Union européenne en tant qu'institution, qui qualifie d'adversaire direct des États-Unis, conçu d'ailleurs pour emmerder les États-Unis, en bon français. Et donc, oui, il a toujours dit que voilà, c'est une institution qui veut détruire en soi. Et ensuite, il y a une autre idée, c'est cette idée d'avoir finalement... allez, on va appeler ça une internationale nationaliste, ça peut paraître un oxymore, mais qui va de Washington à Moscou. Et qui, entre les deux, regroupe un certain nombre de pays européens qui auraient l'équivalent MAGA des pays européens, qui auraient basculé globalement dans une politique d'extrême droite, divisée, une Europe divisée. Et donc une Europe sur laquelle on peut régner. Dernier point, quand on commence à influencer, vouloir, et le dire d'ailleurs clairement, qu'on va influencer la politique directe de certains États, ça s'appelle comment ça on se gargarise du mot, ça s'appelle la guerre hybride. Alors moi j'aime pas ce terme, je parle de confrontation, on n'est pas sous le seuil de la guerre, mais à partir du moment où vous faites pression sur les États, vous influencez les politiques, vous éventuellement vous financez certains partis politiques qui correspondent à vos vues, vous modifiez, vous introduisez, vous faites pression, vous menacez. Après tout, le Trump a déjà menacé aussi le Danemark pour le grand, etc. C'est pas très différent finalement de ce que fait la Russie. Et donc on se retrouve sur deux fronts. Nous, Européens, globalement, on se retrouve attaqués sur deux fronts de cette manière. En quelques mots, Magali. Et puis c'est parfaitement assumé, parce que quand on lit la revue stratégique américaine qui a été publiée en fin de semaine dernière, on voit que c'est écrit noir sur blanc, que Donald Trump a bien l'intention de s'appuyer sur les partis patriotiques, comme il les appelle, les partis patriotiques en Europe, et que leur poussée est, je cite, une source de grand optimisme pour l'administration Trump. Vous avez par exemple des élus de l'AfD,
de la droite nationaliste allemande qui sont en train, là en ce moment, qui sont à New York, à Washington, qui prennent des contacts avec l'administration Trump et qui vont participer à un grand gala samedi à New York, le Club des jeunes républicains. On voit à quel point les contacts sont en train de s'intensifier justement pour alimenter cette volonté de peser aussi sur les politiques européennes. Allez-y, Guillaume. Oui, il y a une sorte de conjonction entre les intérêts idéologiques des États-Unis avec ce conservatisme, voire ce nationalisme assumé, et puis les intérêts économiques. Alors, ça va quand même être compliqué dès qu'on entre dans les détails. Par exemple, expliquer aux Polonais que finalement il ferait mieux de s'éloigner de l'Union européenne et de se rapprocher des États-Unis qui font copain-copain avec la Russie, ça va pas être facile. Les Polonais connaissent leur histoire et eux ils savent, parce qu'ils ont payé pour ça, ils ont été envahis 4 ou 5 fois, que la Russie est un vrai danger. En revanche, c'est vrai que l'arme économique, elle est forte. Regardez comment notamment les Italiens ont essayé de négocier en direct avec les Américains, des accords commerciaux privilégiés. Trump pourrait utiliser cette arme-là, de la même façon que les Hongrois, économiquement, sont sous le poids de lourdes sanctions de l'Union européenne, parce qu'ils ne respectent pas toutes les règles de l'état de droit, et Trump pourrait leur dire, alors il faudrait pour ça qu'Orban soit réélu au printemps prochain, mais regardez, rapprochez-vous de nous, plutôt que d'appartenir à cette Europe qui n'a de cesse que de vous sanctionner. Donc il y a des leviers, à mon avis, ils sont autant économiques qu'idéologiques. Alors, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse sur la méthode de Trump, la méthode diplomatie par la force, c'est rien de le dire, en ce qui concerne le Venezuela. Le Venezuela qui dénonce ces dernières heures un acte de piraterie après la saisie d'un pétrolier par les forces américaines au large de ses côtes. Des images qui ont été téléchargées par le procureur général américain qui montrent... Mais voilà, ces forces, vous les voyez, débarquant sur le pétrolier. Et cela marquerait une escalade majeure de la campagne de pression de Trump. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il veut évacuer le dossier ukrainien parce qu'il veut prioriser cet autre front pour lui et tout ça dit quoi de la méthode Trump finalement ? La méthode Trump, là, c'est en effet la méthode la paix par la force, parce que ces images, évidemment, de débarquement comme ça, de prise d'assaut d'un pétrolier au large du Venezuela, je peux vous dire qu'elles tournent en boucle sur les télés américaines et que c'est l'actu numéro 1 aujourd'hui aux États-Unis. Alors, la ministre de la Justice américaine explique que c'est un mandat de saisie sur un pétrolier qui est utilisé pour transporter du pétrole du Venezuela et d'Iran en violation de toutes les sanctions. Mais c'est vrai que ces images, elles sont absolument stupéfiantes. Et là encore, si on relit la revue stratégique américaine de la fin de la semaine, on voit bien à quel point la priorité de Donald Trump, c'est le retour dans la sphère d'influence du continent américain. Et ça va du Canada jusqu'à l'Amérique du Sud. Et le Venezuela et son pétrole est bien sûr aussi en ligne de mire. Allez-y. Oui, mais la doctrine Monroe est citée explicitement dans ce document en disant voilà, nous emploierons, pour faire simple, nous emploierons la force dans notre sphère d'influence qui est le continent américain du nord au sud, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Autant nous évitons d'intervenir dans le reste du monde, autant là, c'est chez nous et on fait la police. Ils s'attaquent à un pétrolier, ils s'attaquent pas à la flotte fantôme russe, ils s'attaquent à la flotte fantôme iranienne, on va dire vénézuélo et iranienne en l'occurrence, comme par hasard. Donc, il y a un déploiement d'abord, il y a un déploiement de force vis-à-vis du Venezuela qui est considérable de la part des Américains. Il y a un déploiement, il y a une action, un emploi de la force aussi qui est déjà très violent et spectaculaire. Je veux dire, tout ça c'est illégal, il faut quand même le rappeler. Ça c'est illégal. Taper sur des navires de narcotrafiquants, alors c'est pas des gens sympathiques, mais il est illégal de les tuer. Voilà, c'est de l'exécution extrajudiciaire. Les Américains le faisaient, il faut être clair, mais ils le faisaient clandestinement. Là, les Américains s'en vantent. C'est ça la nouveauté en réalité. Ils s'en vantent ouvertement et même ils se vantent parfois de tuer, de retuer, comme Pete Hegseth, les gens qui sont sur ces navires. C'est totalement illégal, il faut quand même le rappeler. Accessoirement, il y a des ordres présidentiels. Depuis Gerald Ford, Carter, Ford et Reagan, on dit voilà, il est interdit de tuer les administrations, les services américains n'ont pas le droit de tuer des gens, sauf en temps de guerre, évidemment. Et la lutte contre les organisations djihadistes, etc., ça c'est du temps de guerre, mais ça c'est pas du temps de guerre. Et donc ils sont en train de faire des trucs, mais ils se permettent des choses. Qui sont, on parlait de droit international tout à l'heure vis-à-vis de la Russie, mais là c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent. Avec quel objectif ? Je ne sais pas trop en réalité. Si l'objectif c'est de faire tomber Maduro,
Bon, ok, je vois pas très bien en quoi ça accélère la chute de Maduro, quoi, de ce genre de choses. Ou est-ce qu'il s'agit simplement de faire du spectacle, de montrer que voilà, nous on est en train de lutter contre le narcotrafic, contre l'immigration, contre les trafics pétroliers, on le fait activement. Je sais pas. J'avoue que je m'interroge beaucoup sur les intentions américaines dans cette région. Oui, personne ne sait vraiment. Simplement, on peut voir qu'il y a effectivement une espèce de montée en puissance de l'interventionnisme américain au Venezuela, ne serait-ce que par la taille des bateaux qui sont immobilisés. Alors, heureusement, les pétroliers, ils les bombardent pas, contrairement aux bateaux des trafiquants, en tout cas pour l'instant. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que on a beaucoup parlé du déploiement de forces considérable de l'armée américaine au large du Venezuela, avec notamment l'arrivée du plus gros porte-avions du monde. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une réticence, en tout cas pour l'instant, à utiliser les soldats présents pour intervenir militairement. Et là, on est plus dans une opération hybride, une fois de plus, puisque c'est un bâtiment civil. A priori, il y a moins de risques parce qu'il n'y a pas de garde armée à bord. En tout cas, ils ne font pas usage de leurs armes. Alors, c'est des jeux de billard à 50 milliards de bandes, mais cette information, Poutine a apporté son soutien à Maduro dans un entretien téléphonique, dit le Kremlin, en pleine tension donc, entre Caracas et Washington. Oui, c'est là qu'il peut y avoir des contradictions dans la politique américaine, mais en gros, le discours américain, ça veut dire, écoutez, voilà, en gros, on vous laisse l'Ukraine, laissez-nous le Venezuela, quoi. Bien sûr. Rapidement. Non, Michel Goyer a rappelé tout à l'heure, il y a des pétroliers russes ou pseudo-russes qui ont été mis aussi hors d'état de nuire. Peu de temps, certes, mais qui ont été immobilisés par les Français. Donc les Russes disent c'est pas bien, on n'a pas le droit de faire ça. Donc il y a une forme de cohérence au moins entre leurs propres navires et les navires vénézuéliens. Alors je me permets de vous soumettre une autre information qui vient de me parvenir. Volodymyr Zelensky, je vais y arriver, dit qu'il faudra une élection. Un référendum sur la question des territoires de l'Est. C'est très important ce qui vient de se passer, de se dire. Allez-y Magali. Oui, c'est intéressant parce que on voit bien à quel point Donald Trump pousse Zelensky à organiser une nouvelle élection. Et là, finalement, il a dit hier, oui, d'accord, une élection, si je suis prêt à m'y plier, si les conditions de sécurité sont là. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il insiste bien sur le fait que abandonner, vous voyez, cette poche de l'oblast de Donetsk, où les Russes, les Ukrainiens tiennent encore, en fait, il veut le soumettre à un référendum. Or, les sondages aujourd'hui disent que 71% des Ukrainiens refusent de céder cette partie de l'Ukraine à la Russie sans combattre. Ils se battent pour la défense de Kramatorsk, de Sloviansk depuis 2014. C'est vraiment des villes forteresses pour la défense de l'Ukraine. Il y a eu des milliers de soldats qui sont morts ukrainiens pour défendre cette région. Et ce que l'on voit, c'est que les Ukrainiens, si on organise un référendum, comme le propose Zelensky demain, a priori, les Ukrainiens diraient non, on ne lâche pas. Or, on voit bien que cette question de cette oblast que de Donetsk, ces questions territoriales, elles sont au cœur de toutes les discussions. Poutine veut obtenir cette partie du Donbass et on voit que Zelensky résiste et il dit qu'il s'appuie finalement sur l'assentiment de la majorité de sa population. Oui, c'est intéressant, c'est plutôt habile d'ailleurs de sa part de dire écoutez, alors effectivement c'est la pierre d'achoppement, ces petits territoires, ces quelques milliers de kilomètres carrés, c'est là que c'est l'élément principal qui bloque toutes les négociations. Mais une manière de référendum, c'est une manière qui a sorti 10% parce qu'il y a l'opinion publique, il y a l'armée aussi, les militaires ukrainiens, ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher quoi que ce soit. Et c'est une manière de dire, notamment à Donald Trump, écoutez, c'est pas moi, Zelensky qui veut pas. Vous me tapez dessus, Donald Trump, vous me tapez dessus en me disant voilà, c'est moi qui veut pas céder, qui veut pas faire la paix, etc., qui doit partir, mais non. En réalité, non, c'est pas moi, c'est le peuple ukrainien. C'est les Ukrainiens qui veulent pas. Donc moi, je veux pas aller contre l'avis du peuple. C'est habile. Oui, c'est habile. Moi, je dirais aussi, c'est risqué, parce que ça fait des mois que l'administration américaine et Donald Trump dit à Zelensky, il faut que vous organisiez des élections, une élection présidentielle. Il y a un problème démocratique en Ukraine. Sauf que Zelensky répond, je peux pas faire une élection en temps de guerre.
apparemment, il pourrait faire un référendum. Ça va pas être simple d'expliquer que on peut faire l'un et pas l'autre. À mon avis, c'est un peu du qui tout double cette il n'y aura peut-être pas de référendum du tout, mais il lance cette idée. Il dit, écoutez, regardez, on va faire un référendum. Oui. C'est pas moi qui, en gros, c'est pas moi qui décide, c'est le peuple. Voilà, c'est comme les élections promises dans les 60 jours par Zelensky, si les conditions de sécurité le permettent. Sous-entendu, aidez-nous à ce que les conditions soient satisfaisantes. Donc faites arrêter les bombardements russes, etc. Donc il peut dire exactement la même chose. Oui. Mais surtout, l'argument, c'est de dire, écoutez, mais c'est pas moi. Et en cela, il a raison d'ailleurs. Si Zelensky accepte une paix qui va complètement à l'encontre de ce que souhaitent les Ukrainiens, eh bien, vous aurez des manifestations immédiatement dans les rues et il sera lui-même mis très largement en danger. Il sera contesté de partout. Et donc, lui, il dit, voilà, je suis leur chef, je suis obligé de les suivre. Et donc, eux, ils veulent pas. Donc, je suis désolé, monsieur le président des États-Unis. Voilà. Moi, je voudrais bien, éventuellement, mais c'est pas possible. Et au-delà du peuple ukrainien, il faudrait que tout ça aussi soit validé par le Parlement ukrainien. Oui. Et on voit bien à quel point les parlementaires ukrainiens aussi, dans leur majorité, ne sont pas prêts à ce lâchage. Parce qu'en plus, si vraiment les Ukrainiens l'envisageaient, il faudrait qu'il y ait vraiment des garanties de sécurité en béton derrière. Or, on voit bien que c'est quand même pas ce qui se dessine des négociations à l'heure actuelle. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à ce qu'on appelait, nous, la diplomatie des espions. Plusieurs articles ces dernières heures qui nous parlent de l'Ukraine et de la Russie qui entretiennent un canal de discussion, oui c'est ça, direct, de négociation établi par les services de renseignement militaire. Le renseignement militaire russe, le GRU, a été jusqu'ici l'interlocuteur privilégié en réalité des pourparlers officieux avec Kiev. Espion renseignement, on en parle avec vous, Raphaël Jérusalemi, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Spécialiste du renseignement militaire, vous êtes ancien officier. C'est de la normalité, c'est du déjà vu que les renseignements se chargent de la diplomatie? Oui, tout à fait, parce que de la même façon qu'on prépare la guerre, et peut-être la poursuite de cette guerre russo-ukrainienne, puisqu'on voit que d'un côté comme de l'autre, on n'est pas tellement intéressé à mettre fin au conflit, il faut aussi parfois aussi préparer la paix, et la préparer en secret, en examinant les possibilités, par exemple, des mécanismes qui pourront faire que s'il y a un cessez-le-feu, je prends l'exemple qui va peut-être avoir lieu, à mon avis, dans les prochains jours, il n'y aura pas une fin du conflit russo-ukrainien, mais il y aura probablement une trêve de Noël. Je pense qu'on peut envisager cela. Cette trêve de Noël doit tenir. Et pour cela, il faut analyser la situation sur le terrain militaire, il faut tâter le terrain, tâter les intentions de l'adversaire. Est-ce que celui d'en face est d'accord pour cette trêve? Et si oui, quelles en seront les conditions? Quels seront les mécanismes de surveillance sur le terrain? Éventuellement, les sanctions qui peuvent être appliquées ou les représailles s'il y a des infractions à la trêve. Tout cela doit être préparé en secret. Dans ma carrière, en préparant par exemple la paix avec la Jordanie, nous avions beaucoup de contacts au départ avec les services secrets jordaniens. Le chef du Mossad de l'époque, Ephraim Halevi, avait même une relation personnelle et amicale avec le roi Hussein de Jordanie pour préparer cette paix avec ce qu'on appelle par exemple les mesures de construction de la confiance, c'est-à-dire je fais un pas en avant, tu fais un pas en avant, on voit jusqu'où on peut aller dans ces pas en avant, dans ces compromis, dans ces mains tendues. Il y a aussi tâter le terrain, c'est-à-dire voir effectivement où on en est de part et d'autre, car c'est bien gentil de faire un référendum pour garder ou ne pas garder le Donbass, mais il faut savoir quelle est la réalité sur le terrain, qui est maintenant en phase de gagner cette guerre ou de la perdre. Il faut donc ici avoir des renseignements sur les positions de l'ennemi, sur les capacités à long terme de combattre et de continuer, car c'est un conflit à long terme, l'un des deux va s'essouffler quand même à la fin. On espère qu'il y aura la paix avant. Et puis, il y a aussi une partie psychologique. Il y a une guerre psychologique, il y a un bras de fer entre les services secrets. Et là, ce sont les signaux qu'on envoie à l'ennemi, les signaux de supériorité ou alors de gentillesse. Il y a des différents signaux qui vont un petit peu mettre le ton des négociations, du dialogue. Voilà un petit peu l'atmosphère dans laquelle les services secrets, en fin de compte, permettent en tous les cas d'envoyer en avant comme des éclaireurs des personnes qui vont échanger à la place des diplomates, à la place des politiciens, et selon ce qui va se passer dans les échanges au niveau surtout des services de renseignement militaire ukrainiens et russes,
on va un petit peu pouvoir tâter l'atmosphère et voir si au niveau politique, on peut se permettre de proposer tel ou tel compromis vers, comme je l'ai dit, on verra comment ça va se passer pour la trêve de Noël, car je crois qu'il y en aura une. Alors, je vois, c'est Intelligence Online, je crois, ces dernières heures, qui explique que des représentants du renseignement extérieur de Moscou ont fait leur apparition lors de la toute dernière session de discussion, c'était à Abu Dhabi. Là, très concrètement, pourquoi le renseignement extérieur de Moscou s'invite-t-il dans les négociations secrètes russo-ukrainiennes ? Alors, les services de renseignement sont de toute façon tout le temps derrière toutes les négociations dans les coulisses. Comme je l'ai dit, il faut avoir une information claire et nette, non seulement sur la situation sur le terrain, mais sur les intentions véritables avec qui on négocie. Quelles sont les intentions véritables de Poutine ? Pour cela, il faut s'adresser aux experts qui aujourd'hui s'accordent à dire que Poutine ne veut pas d'une cessation des combats, ne veut pas de la paix, il est parti pour continuer, etc. Donc, mais ça, c'est une évaluation des services de renseignement. En plus, il y a une ingérence, c'est-à-dire les services de renseignement peuvent influer sur des décisions. Ils peuvent, par exemple, déstabiliser, ce qui va être le cas probablement si jamais il y avait un référendum, comme on vient d'en parler, ou même des élections en Ukraine. Je peux vous garantir que sur le plan du cyber et d'autres plans, les services de renseignement russes vont essayer de saboter ces élections, de s'ingérer dans la politique intérieure ukrainienne. Donc il y a énormément de rôles en coulisses, mais comme je le dis, si c'est une préparation à la paix, s'il y a une volonté de cesser les conflits, eh bien les services de renseignement peuvent jouer un rôle plus productif, établir des mécanismes et des protocoles qui permettront cette paix. Colonel Goya, vous le savez, vous l'avez vu, vous le constatez, les renseignements, on dit parfois les espions, mais prennent parti dans les discussions, dans la diplomatie, au plus haut niveau ? Et bien sûr, d'abord on a inventé des services clandestins pour faire des choses clandestines. Et donc quand on ne veut pas afficher qu'on discute ouvertement avec quelqu'un, on passe par les gens qui le font discrètement et qui sont en réalité souvent en contact. C'est-à-dire que tous ces services qui peuvent s'affronter, en réalité, en s'affrontant d'ailleurs, ils sont souvent en contact. Ou ils peuvent être en contact aussi parce qu'ils ont des sujets d'intérêt commun. Le terrorisme islamique, par exemple. Donc on sait très bien que les services, même des pays qui sont hostiles, en dessous, dans la clandestinité, on communique. En tout cas, on a gardé des liens. On a toujours des liens. Et ça permet de faire effectivement une forme de diplomatie parallèle qui permet de désamorcer peut-être certains sujets, certaines crises, et qui, comme c'est très bien expliqué, peuvent aussi préparer le terrain à une diplomatie un peu plus ouverte, en utilisant des diplomates peut-être de métier et à qui on offre aussi d'abord des contacts et des renseignements sur ce que pensent un petit peu les gens en face, dans quel état ils sont, quels sont peut-être les points faibles, quels sont les agents sur lesquels on peut peut-être jouer, etc. Donc c'est un appui, on va dire, à une diplomatie qui est assez classique. En réalité, oui, tout le monde fait ça, quoi. Allez-y, Guillaume. Oui, l'avantage effectivement de ces services de renseignement militaire, c'est qu'ils sont à la fois très bien renseignés, pourquoi c'est leur métier, et qu'ils n'engagent pas le pays pour lequel ils travaillent, alors même qu'ils sont extrêmement puissants dans le dispositif. On sait à quel point les services de renseignement sont au cœur de l'organisation poutinienne. Moi, je rapprocherais ça volontiers des hommes d'affaires qui sont autour de Trump. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont à la fois la confiance du grand chef, et en même temps qui ne sont pas contraints par une parole officielle ou par une doctrine officielle, qui est celle de la diplomatie. Et donc, si jamais, par exemple, ils vont trop loin, les responsables politiques peuvent toujours dire « Ah, mais on leur avait pas donné mandat ». Donc, ça leur donne une marge de manœuvre qui est extrêmement large et qui est bien plus large qu'un représentant officiel dûment mandaté. Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël Jérusalemi ? Absolument, c'est exactement le but, c'est-à-dire d'envoyer des éclaireurs un petit peu, nous sommes des antennes. J'ai fait ce travail-là, comme je vous l'ai dit, avec la Jordanie, c'est-à-dire les politiciens envoient un signal à travers les militaires qui échangent, qui essayent de construire des mesures de confiance. Si c'est accepté, alors par exemple avec le cas de la Jordanie qui n'est pas une démocratie, si les Jordaniens, l'armée jordanienne accepte notre proposition, ça veut dire qu'ils ont reçu l'aval du gouvernement, c'est qu'ils ont l'autorisation. Et là, c'est un signal immédiatement pour les politiciens de prendre le relais
et de passer au niveau officiel, public, diplomatique, et dire voilà, et si ça ne marche pas, eh bien rien ne se passe, et on peut garder le silence, et personne n'est compromis. Je voudrais juste ajouter une petite anecdote pour vous montrer à quel point les services de renseignement, le secret peut être aussi dans le bon sens. Je ne dirai pas exactement la date, mais il est arrivé qu'un bateau missile de la marine israélienne s'est échoué sur les côtes de l'Arabie Saoudite. C'était un accident, le type s'était endormi à la barre. Résultat des courses, un bateau missile israélien échoue sur les côtes de l'Arabie Saoudite. Grâce au contact discret entre les services de renseignement des deux armées, on a réussi donc à convaincre l'Arabie Saoudite qu'on n'allait pas envahir le pays avec un seul bateau, et il y a eu tout simplement la permission à Tsahal de venir jusqu'en Arabie Saoudite dégager ce bateau des côtes, parce qu'il y avait un intérêt tout simplement commun de ne pas faire monter la sauce, de ne pas avoir une crise, et donc très très souvent, plus souvent qu'on ne le croit, en fin de compte, les services secrets, lorsqu'ils coopèrent, éteignent beaucoup d'incendies, beaucoup de mini-crises qui pourraient prendre des dimensions beaucoup plus importantes si elles étaient rendues publiques et au niveau politique. Les canaux de discussion en réalité sont assez nombreux, Magali. On voit aussi dans les mêmes articles la question des oligarques. On en a souvent parlé. Les espions, le renseignement, les oligarques. La discussion est permanente en réalité entre Kiev et Moscou. Mais la discussion, oui, la discussion continue entre les Ukrainiens et les Russes, entre les Américains et les Russes. Au moment où Joe Biden traitait Poutine de tueur, en fait, il y avait des contacts permanents pour savoir quelles étaient les intentions de Vladimir Poutine, notamment sur le nucléaire. Après l'attentat, vous savez, de la salle de spectacle à Moscou, justement, il y a eu aussi des contacts pour la coopération antiterroriste. Il est certain qu'il faut, d'une certaine façon, continuer quand même à se parler dans la coulisse. La réelle géopolitique. Merci beaucoup Magali Barthez, merci à vous colonel Goya, merci à vous Raphaël Jérusalemi, merci Guillaume Roquette, merci à vous surtout de nous avoir regardés. N'oubliez pas, Le Grand Dossier, c'est aussi une émission qui s'écoute, oui, en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. On peut parler de Deezer, de Spotify, d'Apple Podcast, vous avez le choix. N'hésitez pas, le QR code il est là. Vous scannez, vous flashez pour nous retrouver, on sera ravis.